Regardez cet homme. C'est un comique troupier. Merveilleux métier que celui de faire rire, hein. Mais parfois éprouvant, surtout quand le corps n'a pas la finesse de l'esprit. En effet, Je trouve que ça dépasse le simple juste spectacle humoristique. C'est scandaleux. Il est trop fort, il est trop fort. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas réitéré la performance. Salut, bienvenue sur ma chaîne dédiée au spectacle humoristique, c'est Driss, et aujourd'hui je vais te parler d'une performance d'un artiste qui me touche tout particulièrement parce qu'en fait c'est le premier artiste belge que je vais adresser depuis l'existence de ma chaîne, hein, et en plus j'en profite pour changer de format. Maintenant je serai accompagné d'un complice en voix off. Alors ce soir avec moi c'est Simon. Tu vas bien Simon? Bien et toi? À fond. Faut savoir que c'est la 4e fois qu'on recommence l'enregistrement. Exactement. Alors pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils viennent sur ma chaîne, on va dresser un petit peu une esquisse du spectacle. Je vais mettre quelques extraits, on va les commenter ensemble, poser une petite analyse gentiment. Le but, au fait, quelque part, c'est juste que tu passes un bon moment à nous écouter parler. Et mon but ultime, c'est si j'arrive à te donner envie de mater le spectacle au complet, j'aurai réussi. Il faut savoir que ça marche. Hein. Ah, bah c'est bien, ça fait plaisir. Bon, bah Simon, alors maintenant qu'on est entre nous, Yes. bah, tu sais de qui je vais parler. Benoît Poelvoorde. Exactement. Mais alors, meilleur. Bah, le meilleur, oui, mais bon, alors, est-ce que tu savais déjà qu'il avait fait un spectacle? Eh ben, jusqu'à ce que tu me l'apprennes, non. J'étais pas du tout au courant, je pensais que c'était uniquement un acteur. Eh bah, alors, c'est principalement un acteur, hein, et il a joué dans une 60aine de films. Ah ouais. Ce qui est quand même assez hallucinant. C'est balèze. Tu sais en citer combien? Parce que moi, je ne sais pas en citer énormément, tu vois. Ouais, je peux arriver à 5, je pense. Ouais. 5. Allez, moi, je peux monter à 10 quand même. Bah, c'est parce que j'ai taffé le sujet avant. Parce que j'ai taffé le sujet avant. Bah, après, si je passe du temps dessus avec ma mémoire de merde, il y a peut-être moyen d'arriver à plus que 5. Ah ouais, ok. Bah, au fait, c'est ça le but. Je voulais absolument parler de lui parce que moi, j'avais découvert son spectacle, je pense, début 2000. Et il y a très peu de gens qui le connaissent. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le seul qui l'a fait. Ouais. Alors, est-ce que c'est un spectacle d'humour ou est-ce que c'est une pièce de théâtre? Je veux dire, tu verras, le débat est là. Hein. Okay. C'est un one-man show. Ça, c'est clair. Et il a été écrit quand? Enfin, il a tourné quand avec son spectacle? Alors l'enregistrement a eu lieu en 95. Ok. En 95. Ah, j'avais 4 ans. Ah oui, c'est vrai, t'es un gamin, toi. Ah, putain. J'oublie que je traîne avec des gosses, quoi. C'est pas possible. On n'est pas tous encore passés du mauvais côté. Ouais, c'est ça, du mauvais côté de... Ouais. Enfin, soit. Et bah, ça tombe bien que tu l'aies pas vu. Yes. C'est cool. Et en fait, je voulais vraiment... Il y a un truc que j'aime bien avec Benoît Poelvoorde, c'est qu'il nous ressemble un petit peu dans le sens que, au fait, c'est un gars... il avait toujours rêvé avec ses potes, tu vois, dans sa vie, de pouvoir gagner sa vie en jouant au cinéma. En fait, c'est un comédien dans l'âme. Il a toujours, il a toujours voulu faire ça. Et à 18 ans, tu vois, il bossait pour une salle de théâtre. Et en fait, c'est lui qui faisait les affiches des représentations. Parce qu'en fait, sur le côté, il faisait des études de designer. Okay. Et petite anecdote, c'est qu'un jour, il y avait un des interprètes d'une des pièces qui a eu un accident et qui ne pouvait plus pas se produire. Et en fait, lui, il l'a remplacé au pied levé là-dessus. Okay. Parce que les gens avaient vu en lui du potentiel. Et puis après, il a enchaîné les petits rôles jusqu'au fameux film. C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Que tous les Belges connaissent, je pense. Mais oui, mais c'est ça. Mais je pense qu'on le connaît tous. Mais par contre, est-ce que tu savais que c'est le travail de fin d'études d'un de ses potes, Alain Sass. J'avais entendu ça, ouais. C'est que c'est un truc qu'ils ont fait complètement à l'arrache, sans budget, sans rien. Avec ils avaient eu un petit peu de budget, ils avaient vraiment eu une queue de budget, et c'était vraiment, c'est un TFE, quoi. Donc c'est le TFE de son pote Rémi Belvaux, et il l'a fait avec André Bonzel. Ils étaient 3, ils l'ont coécrit. C'est Benoît Poelvoorde qui a écrit enfin en tout cas ses dialogues. Je pense que ça s'entend. Mais c'est ça que j'adore avec ce mec. C'est ça que j'adore avec ce mec, c'est que tu vois qu'il est dans son jeu. Je parle peut-être pas de ses derniers films, mais en tout cas dans les films dans ce style-là, c'est qu'il joue lui-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il est pas dans la recherche complète d'un personnage, quoi. Bah,
c'est marrant que tu dises ça, et c'est pas du tout préparé, franchement, sincèrement. Mais au fait, j'avais vu une interview de lui où il expliquait que tout le concept d'acteur studio, ça le dépassait totalement. Okay. Il disait, moi, si je joue le rôle d'un taximan, je vais pas commencer à faire le faux taxi pendant 6 mois pour me mettre dans le rôle du personnage. Il dit, moi, je me prends moi et je me mets comment est-ce que j'agirais si j'étais taximan. Point barre, quoi, tu vois. C'est ça, ok. Ouais, c'est pas comme l'autre, là, celui qui a joué y en a Joker, là, qui... Ah oui, ok. Putain, les gens vont trouver ça scandaleux que je revienne pas sur Joaquin Phoenix. Aussi rapidement. Mais oui, il y en a plein, et Johnny Depp aussi faisait... Qui rentre vraiment dans des rôles. Lui, c'est pas du tout. Lui, il le joue à sa façon, et au fait, c'est pour ça que tu retrouves une certaine trame qui reste la même, et tu reconnais quelque part le personnage de Benoît Poelvoorde, et en fait, ce film était juste extraordinaire. Parce qu'en fait, je sais pas si tu l'as vu récemment ou pas. Ça fait quelques années, mais je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Parce que, en fait, c'est une parodie de striptease, hein, quelque part. C'est une parodie de striptease. Et striptease qui était aussi inspiré de Allopolis. Je sais pas si tu te rappelles. Mais si, t'as d'office vu. En fait, c'est parce que les gens savent pas que c'est Allopolis. Tu vois, le gars qui disait « Je n'avais pas un iota de penser à ça. Elle est belle maquette, tu veux maquette. » Ça te dit rien, ce truc-là? Ah, le truc de maquette, là? Mais oui! Ouais, l'affreux saxophoniste ou trompettiste ou je sais pas quoi. Bah ouais, j'ai vu ça récemment là. Bah voilà, et en fait, donc ça vient d'un, si tu veux, d'un documentaire, un film, un documentaire de plus d'1 heure de Manu Bonmariage, qui était quelque part le premier à poser sa caméra et à filmer des gens. Et alors après, bon, il y a des gens qui trouvent ça génial, d'autres qui trouvent ça un petit peu... Du voyeurisme, quoi. Bah, c'est un peu les prémices, au fait, de la télé-réalité. C'est exactement ça. Et au fait, si tu veux, donc striptease en boîter le pas, et là, bon, forcément, je veux dire, il y a des trucs cultes. Ah ouais, non, mais il y a une liste. Hein. Il y a des trucs cultes qui déchirent. Mais tu vois, c'était déjà... il faisait déjà le constat qu'en fait, les gens manquaient de pudeur. On posait une caméra et puis les gens dévoilaient pas leur secret le plus profond, mais toi, l'attitude qu'ils avaient sans se mettre aucun filtre. Et c'était aussi un petit peu le festival de la médiocrité. Ah ouais, complètement. C'est pour ça que les gens regardaient, ce qui est un peu scandaleux. Alors évidemment, ceux qui produisent ça disent non, c'est de l'authenticité. Et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes excuses que tu entends aujourd'hui. Quand tu vois les trucs de télé-réalité, où tu dis, mais attendez, mais c'est médiocre. Non, mais c'est authentique. Mais en fait, ouais, et ça fait appel chez les gens à ce côté mais oui, voyeur affreux. Et un peu jugeur, ouais, un peu critique sur les autres, quoi. C'est ça, et au fait, si tu veux, quand ils ont fait ce film-là, c'était vraiment pour se dire, putain, mais c'est quand même scandaleux, parce qu'en plus, ça fonctionne. Et en fait, c'est vraiment ce désespoir du fait de dire, putain, on montre des contenus qui valent vraiment pas la peine d'être montrés, et en plus le problème c'est que ça marche, tu vois, donc c'est quand même assez frustrant, surtout quand toi t'aspires à être réalisateur et à vouloir vraiment faire un truc, te prendre la tête, et tu vois le gars du coin qui prend sa caméra, qui va dans un vieux quartier de Marcinelle, qui filmait des ahuris et ça marche, c'est ça, ouais, ok. On salue les gens de Marcinelle. Il faut savoir que je travaille pas loin. Donc... oui, voilà. Je construis des avions à Marcinelle. Mais je répare. mais donc, c'était vraiment en réponse à ça. Et c'est pour ça, au fait, qu'ils sont partis dans l'excès de dingue avec le personnage de Ben, qui est un tueur. Ouais. Et enfin, tu vois, il a vraiment toutes les caractéristiques du gars. Il fait le malin. Il explique aux gens, toi, genre avec un naturel incroyable. Ouais, voilà, comment lester un corps. Donc, t'as vraiment ce côté un petit peu. Puis il est très moqueur, très sarcastique. C'est vraiment, tu vois, un peu une sorte de monstre, mais derrière chaleureux. Et en fait, c'était les premiers à montrer que tu peux avoir un côté anti-héros. Voilà, exactement, anti-héros, mais quand même avoir une part d'humain. Alors que t'es le pire des enfoirés. Voilà, exactement. Et au fait, ce personnage-là qu'il interprète dans Cette arrivée près de chez vous, eh bien, il avait les mêmes caractéristiques qu'un autre personnage qu'il a interprété dans un autre court-métrage qui est encore plus ancien, avec, je pense que c'était aussi Rémi Belvaux, qui s'appelle Pas de C4 pour Daniel. Et au fait, ça, il y a encore moins de gens qui l'ont vu. Ouais. Si tu veux, c'était aussi un travail pour un travail pour l'école, je pense. Et c'était une sorte de fausse bande-annonce sur un film qui est une sorte de parodie de James Bond. Et c'est Benoît Poelvoorde qui est dedans.
à l'occasion, il faut que tu mates ça. C'est pas exceptionnel parce qu'après, ça a été fait en 87, tu vois. Paul Vord, il est né en 68. Donc ça lui faisait un petit 19. Je prends pas trop de risques en disant ça. Un petit 19, mais tu reconnais déjà sa patte et au fait c'est vraiment ce truc-là qui va le poursuivre à travers tous ces personnages. Et je voulais te faire un petit cadeau là-dessus, c'est que quand c'est arrivé près de chez vous, a été élu, nominé à Cannes, eh bien ils l'ont interviewé à RTL. D'accord. Et tu sais, c'est qui l'a interviewé à RTL? Non. Le père de Saga. Mais non. Exactement. Donc en fait, Saga, c'est un ami à nous. Je sais pas si je mettrai sa photo au montage après. Et son père Il vaut mieux pas. Voilà. Et son père était présentateur à RTL. Et en fait, son père a interviewé Benoît Poelvoorde. Et il faut savoir que Benoît Poelvoorde, avant, et en fait, tu vas voir à quel point son père lui ressemble, il avait dit RTL, ouais, les gens sont moches, les décors sont dégueulasses. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait le père de Saga au démarrage de l'interview? Il n'a pas pu s'empêcher de lui dire, quoi. Les succès cinématographiques belges sont relativement rares. Alors, lorsqu'un de nos films obtient des récompenses à l'étranger, on ne se lasse pas d'en parler et de s'en féliciter. C'est le cas pour le film C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, un film qui sort en salle ce mercredi 12 août et dont Benoît Poelvoorde va nous dire un mot maintenant puisqu'elle a accepté de venir dans ce studio d'RTL TVI où les gens sont affreux, les décors épouvantables et la lumière immonde. C'est en tout cas ce que vous avez dit dans un hebdomadaire francophone l'instant. Vous êtes assez sévère donc vis-à-vis de notre station, mais enfin, c'est votre droit. Et c'est normal d'ailleurs, puisque votre film C'est arrivé près de chez vous est un film qui est assez critique vis-à-vis de la télévision. Oui, alors vous me posez une question? Oui. Donc, est-ce que vous maintenez Je maintiens. Que nos décors sont... Vous n'aimez pas nos décors? Non, je n'aime pas vos décors. Écoutez, je suis venu ici pour annoncer la sortie du film. Si vous me demandez d'expliquer mon avis sur ce que j'ai écrit, c'est un autre débat, et alors... je vois bien l'intérêt d'être là. Non, mais c'est tout à fait votre droit. Donc, ce film, en fait, est-ce que c'est... Oh putain, le mec, il est trop fort. Petite esquive, comme il faut. Allez, tiens. Non, c'est propre, c'est marrant. C'est ça, tu vois que ce mec, il est comme ça, en fait. Ouais, complètement. Génial, il joue un peu lui-même, en fait. Non, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Ça, c'était le petit gimmick. Saga, si tu nous regardes, ton père faisait de l'excellent boulot. Et en fait, pour revenir sur le modèle déposé qui est sorti en 95, en fait, c'est avant ces capsules qui étaient sur Canal+. Ouais. Tu connais lesquelles? Bien sûr. Non, mais bien sûr quoi? Bien sûr. Alors, le nom... Attends, c'est l'inspecteur... Non, c'est pas ça. Oh là là, quelle horreur. Putain, je suis nul. C'est les carnets de Monsieur Manhattan. Monsieur Manhattan. C'est Monsieur Manhattan. Mais figure-toi que... Je me figure. À ma grande honte, j'ai découvert ça il y a quelque chose comme 6 mois. Je connaissais les répliques parce que mes potes les disaient et que je les ai entendus. Mais c'est Pépi, un autre pote qu'on a en commun, qui m'a fait découvrir les carnets de Monsieur Manhattan il y a à peu près 6 mois, à ma grande... non, mais c'est trop bien, parce que t'as plein de trucs, tu les as tous matés? J'ai pas encore commencé. Ah ben voilà, mais non, mais c'est trop bien, c'est trop bien, parce que t'as l'opportunité d'en pouvoir mater. Et justement, au fait, avant les carnets de Manhattan, si tu veux, au fait, quand ils ont eu le succès avec le film C'est arrivé près de chez vous, évidemment, ils ont été contactés par plein de gens, dont Canal, qui ont essayé de trouver des projets sur lesquels travailler avec l'équipe de Poelvoorde, ou que ce soit Rémi Belvaux. Et évidemment, ça s'est un petit peu cristallisé sur Benoît. Et ils avaient eu l'idée de ce personnage de Monsieur Manhattan, qui au fait, quelque part, quand tu regardes, c'est Ben de C'est arrivé près de chez vous. C'est ça, ok. C'est ce perso. C'est le même perso, sauf qu'il tue pas des gens, quoi. Voilà, exactement, mais je veux dire, il est aussi grandiloquent, exubérant, moqueur, sarcastique, et il fait de sa gueule. Ouais. Tu vois, en plus, je sais pas, ils lui ont donné tellement de noms, je crois que c'était Jean-Yves Manhattan, ou Jean-Philippe Manhattan, je sais plus. Et en fait, avant de pouvoir faire les carnets de Monsieur Manhattan, ils ont voulu tester pour voir s'il y avait une adhésion du public, et ils ont fait jamais au grand jamais. Et en fait, les gens mélangent, parce qu'en fait, ils pensent que c'est la même chose, mais en fait, c'était juste avant. Et ça, c'est en 96, donc c'est juste après son spectacle. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont été voir son spectacle ne le connaissaient pas en télé à travers Jamais au grand jamais ou les carnets de Monsieur Manhattan. Donc, c'est vraiment uniquement des gens qui ont fait sa connaissance à travers le succès. Ça, c'est un peu pour remettre en contexte. Mais je vais te mettre pour te montrer un petit peu la différence, je vais te mettre un
un petit jamais au grand jamais, et après je vais te mettre un Monsieur Manhattan et tu vas voir la différence. En fait, le jamais au grand jamais, tu vas te dire mais c'est les carnets Monsieur Manhattan, mais non, mais c'est ça, c'est au fait il est assis. Moi je te dis, j'en ai regardé que quelques-uns. Ah oui, ok. Mes enfants, bonsoir. Vous savez qu'il est profitable à l'occasion de s'accorder quelques instants de repos et à cet effet, la balnéothérapie reste un excellent moyen d'effacer les agressions de la vie moderne. Vous vous êtes donc accordé quelques jours relax à Aix-les-Bains. Comme chaque année, vous inaugurez votre séjour par un petit détour à la piscine. En cette saison, ses abords regorgent de corps jeunes et sains qui s'offrent au soleil et dont les formes pimpantes raniment en vous le chasseur qui sommeille. Hein? Histoire de ne pas passer inaperçu, vous décidez donc de faire votre entrée en scène par un terrible saut de la mort du haut du grand tremplin. Bref, t'es remonté comme un mulet et tu vas leur en mettre plein la vue aux gamines. C'est bien légitime. Arrivé à l'extrémité du tremplin, vous prenez conscience de la hauteur vertigineuse de l'engin. Mais vous réalisez que tout le monde vous regarde et qu'un magnifique athlète trépigne d'impatience dans votre dos. Contraint et forcé, vous vous élancez donc dans le vide et après quelques mètres d'une vrille très impressionnante, vous terminez votre inélégant voyage par un fort douloureux mais bruyant plat sur le ventre. N'en faisons pas un opéra aquatique, la situation est un peu juste. Alors, que faire ? Il ne faut jamais, au grand jamais, vous joindre à l'hilarité générale et consentir à vous moquer de vous-même. Hein ? Un homme de votre envergure ne saurait s'y résoudre et vos chances de faire belle figure s'estomperaient définitivement. Non. Il faut, en imitant la parfaite immobilité d'une souche de bois mort, faire paniquer tout le monde en restant étendu à la surface de l'eau. Il y a fort à parier que les filles rivalisent d'ardeur pour venir vous repêcher. Et c'est bien le diable si au cours des frictions et des bouches à bouche qu'elles vous prodigueront, vous n'arrivez pas à glisser une main par-ci, une langue par-là. C'est scandaleux. Et donc, c'est les années 90. Mais complètement. Mais ça, c'est 96, tu vois. Donc ça, c'est jamais au grand jamais. Et au fait, c'est basé sur une formule qui fonctionne toujours et qui est encore exploitée, qui a été exploitée encore après. Et je vais te montrer dans le spectacle qu'il utilise aussi. Le concept du problème posé, solution proposée. C'est ça, ok. Et donc, plus le problème semble taré, ou plus la solution proposée, c'est... Ah, j'ai pas mes notifications, soit peu importe. Plus le problème est un peu débile ou plus la solution est débile, ça fonctionne super bien. Ça a été repris après, je sais pas si tu avais vu La stratégie de l'échec de Dominique Farrugia, qui est un film où il t'explique aussi en fonction de différentes situations comment agir, ou Faut-il de Maurice Barthélémy, des Robins des Bois. Ouais, tout ça, c'est en 2001. Ma culture film française. Ouais, mais c'est, mais voilà, mais c'est juste pour dire que tu vois quelque part. C'est quelque chose qui a été repris par la mais suite. Oui, ouais, voilà. Alors, les bases. Exactement. C'est vraiment ce concept-là, et c'est aussi ça qu'on retrouve, alors de façon moins prépondérante, mais qu'on retrouve dans les carnets de Monsieur Manhattan. C'est toujours quelqu'un qui a un problème, et son personnage, c'est un petit peu, il a toujours une sorte, j'ai l'impression, d'appartenance au corps professoral. Ouais, il aime bien faire le patron qui explique aux gens avec une position d'expert un peu là, comme on en parle tout le temps en ce moment. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Et au fait, c'est vrai. Oui, les carnets de Monsieur Manhattan, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et si tu regardes dans ses premiers rôles de film, c'est pareil. Dans Les Randonneurs, qui est son premier film. C'est pas son premier film, mais je veux dire le premier film où il a vraiment été connu, suite... Je crois que j'ai vu ce truc, mais ça me... Écoute, ah oui. Si ça t'a pas marqué, c'est pas très grave, parce qu'au fait,
sincèrement, c'est pas ça, le film, ça casse pas 3 pattes à un canard. Okay. Mais voilà, tu voyais Poulvord au grand écran, le chef randonneur qui explique aussi aux autres comment est-ce qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut faire pour pas se fatiguer. Ouais, je l'ai vu. Et donc, tu as aussi ce truc-là. Ouais. Dans Les Convoyeurs attendent. Les Convoyeurs attendent, c'est quand il veut rentrer dans le Guinness Book des records d'ouverture de porte, où il explique comment est-ce qu'il faut faire. Et au fait, tu retrouves... Toujours un peu la même mécanique. Surtout dans ces... Enfin, tu vois, à ce moment-là, dans ces années-là, parce que les randonneurs, c'est en 97, les Convoyeurs attendent, c'est en 98, Monsieur Manhattan, les carnets, 97, Jamais au grand jamais, 96, et Modèle déposé, 95. Et au fait, quand tu regardes... T'as pas appris tout ça par cœur. De bout en bout. Non, oui. Je connais beaucoup de choses, mais j'ai quelques fiches avec les dates, d'accord, c'est pas faux. Mais voilà, mais c'est juste pour dire que de bout en bout, en fait, tu te rends compte que... Un fil rouge, quoi. Mais oui, et en fait que ces personnages adoptent beaucoup de caractéristiques communes. Est-ce qu'il est comme ça dans la vraie vie? Ça, c'est la question. Mais... Je le connais pas, non, mais... Alors le truc, c'est que... À mon avis, un petit peu. Ouais. Moi, je ne connais pas non plus, mais à mon avis, un petit peu. Mais surtout, on va dire quand tu pars dans la dérision, mais quelque part, oui, ça ne m'étonnerait pas. Tu sais, le pote qui aime bien t'expliquer... Qui t'a bien t'expliquer que t'es un gros con. Ouais, tu vois, ça m'étonne... Ouais, je vois très bien. Ouais. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est un trait qu'on partage, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, écoute, maintenant, on a tellement parlé des carnets de Monsieur Manhattan. Ouais. On va en mettre un petit. Bien sûr. On va en mettre un petit. J'en ai un, j'ai pris l'Institut. Mais il est un peu hardcore, je pense. Mais... Je suis pas sûr que je l'ai vu, celui-là. Bah, tant mieux. Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Sophie Zulewski. On ne compte plus le nombre de vedettes françaises qui mettent leur beauté au service d'un produit ou d'une marque. Mais ces visages éclatants et sublimes ont-ils vraiment besoin d'artifice pour rayonner et nous faire rêver? La question n'est pas là, Nicolas. Nos amis les vedettes sont des exemples, des modèles de beauté classique pour nous les créateurs. Et grâce à eux, dans les laboratoires Jean-François Manhattan, nos chercheurs mettent au point les produits qui, un jour, seront votre quotidien. Tenez, j'avais un ami chanteur qui souffrait d'un excès de séborrhée classique au niveau du filtre hydrolipidique de l'épiderme. Vous voyez, ce genre de chanteur à peau salement dégueulasse, qui sointe littéralement des joues, qui dégoûte, qu'on n'embrasse pas, comme s'il avait déminé un champ de gravier étant enfant. Regardez cet agrandissement que nous avons réalisé d'un échantillon de sa peau juste après le gala. On voit bien les petites cavités où se loge le cul pour dormir. Eh bien, sur base de ces données, le professeur Tavier et moi-même avons mis au point une lotion hydratante pour le plaisir qui combine les vertus protectrices du prorétinol et de l'ADN végétal. 10 minutes de trempage avant le gala et votre visage retrouve l'éclat et la vitalité naturelle. Merci, Suzo. Chez Jean-François Manhattan, nous sommes très sensibles à vos problèmes de peau. Mais il en est qui demandent des solutions beaucoup plus radicales. Écoutez cette petite histoire. J'avais une amie chanteuse, dont je tairai le nom, secret professionnel l'oblige, et qui eut son petit succès dans les années 60, et qui vint me voir et qui me dit « Jean-François, je crains que mon visage soit un peu fané. » Je lui dis « Non, Sheila, tu as simplement trop de peau sur la gueule. » Je l'ai opéré et ce fut un franc succès. 15 bons centimètres de parchemin. Chez Jean-François Manhattan, vos désirs sont d'abord nos priorités. Terminons à présent par les problèmes de sudation. Regardez cet homme. C'est un comique troupier. Merveilleux métier que celui de faire rire, hein, mais parfois éprouvant, surtout quand le corps n'a pas la finesse de l'esprit. En effet, c'est le physique de son humour. Eh bien, je l'ai vu jouer, cet homme. Et à la fin de son spectacle, il mimait avec intelligence une scène fort amusante où l'on voyait un Arabe qui volait une voiture à un Belge. C'était finement observé et fort amusant, mais ça sentait le mouflon. Mais oui, parce qu'il joue en salopette pour faire le sympa, mais c'est épouvantable. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, chez Jean-François Manhattan, de créer Jouvence, le premier déostique à base de beurre de ferme. Comme ça sent bon la campagne. Alors, vous aussi, soyez convaincus et venez rejoindre les nombreux adeptes de Jean-François Manhattan, les meilleurs produits cosmétiques.
Merveilleux. Évidemment, nos produits sont un peu coûteux, hein, j'en conviens. Mais il faut savoir que chez Jean-François Manhattan, tous les produits sont testés sur animaux vivants. Hein. Et je ne sais pas si vous savez combien ça coûte l'entretien d'une tribu de macaques. Allez, en vous remerciant, bonsoir. Ah, quelle horreur. Voilà. Et en fait, tu vois, tu retrouves le format du Jamais au grand jamais sur la fin. Parce qu'en fait, Jamais au grand jamais, c'était que lui dans son siège, avec un passage d'image. Ouais. Et dès qu'on est passé au Carnet Monsieur Manhattan, il y avait vraiment des séquences vidéo. Où il était lui-même acteur, du coup. Ouais. Parce que dans le truc d'avant, c'était un mec random avec des photos. Et, c'est ça, exactement. Ouais, j'en ai... Alors... Ouais, c'est pas mal comme point, parce que j'en ai vu quelques-uns. Et oui, je pense qu'il n'intervient jamais dans les trucs derrière. D'accord. Dans Jamais au grand jamais. Et là, il est parfait, quoi. Ah bah c'est lui, quoi. Enfin, c'est juste... Franchement, il est parfait. Tout, quoi. Tu vois, ses expressions... Non, mais il est parfait. Ouais, et puis, comment il tacle le car... Oh là là, c'est parfait. Non, je suis fan. Je suis fan. Moi, j'adore dont je ne tairai le nom, tu vois, qui répète 2-3 fois, et puis je suis là. Mais je lui dis, mais non, je suis là. Mais ouais, ça, c'est des petits trucs Voilà. Je sais pas si c'est de l'humour belge, mais en tout cas... En tout cas, nous, ça nous fait rire. Voilà, ça nous fait marrer. Les expressions... C'est sûr. Et donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, en fait, je voulais parler de tout ça pour que tu puisses voir tous les éléments similaires que tu vas pouvoir voir dans sa représentation qui s'appelle Modèle déposé. Alors, donc, on est en 95. Je pense que les Français, ils ont fait un AVC depuis 15 minutes. 95, 96, 97. Soit. Et au fait, donc, ce spectacle, il a été mis en scène et coécrit avec Lucas Belvaux, qui était le grand frère de Rémi Belvaux, avec qui il avait fait, justement, C'est arrivé près de chez vous. Près de chez vous. Et comme je t'avais dit, à la base, Poulvord, il avait commencé en faisant du théâtre. Donc, quelque part... Mais tu le vois un peu, hein, je trouve, dans sa... Oui, mais il n'en a plus jamais fait après. Parce qu'au fait, je pense que le théâtre a été pour lui, comme beaucoup, un moyen pour... Arriver au cinéma. Voilà, exactement. C'est ça. Albert Dupontel, c'est pareil. Et d'ailleurs, je ferai aussi une chronique sur lui parce que ses spectacles sont vraiment terribles. Mais c'est pareil. Ils l'ont utilisé comme tremplin parce qu'en fait, quelque part, eux, c'était la caméra. Et en fait, tu le vois. Poulvord. Même si tu regardes Pas de C4 pour Daniel, qui est le premier travail dont je t'avais parlé, quand il avait 19, tu sens, il se passe un truc avec lui et la caméra. Enfin, tu vois, toi, ce que moi, je n'ai pas. Ouais. Lui, il l'a, tu vois. C'est vrai qu'il a une manière de regarder la caméra, t'as l'impression qu'il est à côté de toi, quoi. Mais il est trop fort, il est trop fort. Et moi, justement, tu disais, c'est la raison pour laquelle je fais participer des gens maintenant, c'est que moi, je me sentais seul, tu vois. Parler face à une caméra, je trouvais ça un peu triste. Alors que là, tu vois. Ouais, moi, personnellement, voilà. Oui, ok, parce que moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, je t'avoue, dans tes vidéos. Ah non, mais tu le vois peut-être pas, mais je te le dis. C'est ton côté perfectionniste. Je te le dis. Je sais pas si c'est mon côté perfectionniste, mais je te le dis. C'est que moi, il y a un moment, ça me saoulait, quoi. Tu vois, j'avais besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de voir sur son visage ce qui se passe quand je dis des trucs, quoi. Et que limite que le gars me dise, attends, stop, arrête-toi, tu dis de la merde. Que là, face à la caméra, soit peu importe, ça c'est un autre débat, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si on coupe pas ça au montage. Mais donc, Modèle déposé, mais voilà. Et en fait, dans Modèle déposé, donc c'est un one-man show. Et quelque part, c'est pas étonnant parce que tout le concept du stand-up dans les années 90 en France, ça n'existe quasiment pas, quoi. Ce qui se rapprochait le plus, à l'époque, ça devait être peut-être des Smaïn, des Patrick Timsit qui parlaient un petit peu au public, mais la plupart des humoristes... C'est comme, t'as déjà montré ça, je sais plus dans laquelle de tes vidéos, mais par exemple, les inconnus, ils sont plusieurs sur scène, c'est du théâtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas du one-man show à l'américaine, comme... Oui, où le gars parle de sa vie, parle avec le public, utilise du faux dialogue en racontant un peu sa live. Ça, dans les années 90, il y en avait quasiment pas. Il y avait des gens qui interprétaient des personnages et qui faisaient parler le personnage. C'était le cas, par exemple, je disais, de Patrick Timsit ou de Smaïn. Et en fait, c'est le cas ici de Poulvord. Donc, quelque part, il est cohérent par rapport à l'époque, où, en fait, il va interpréter un personnage qui s'appelle René Altrus. Je peux même démarrer le premier extrait parce qu'en fait, il est un petit peu long et... on va dire, c'est beaucoup de comique corporelle plus qu'autre chose. Et en fait, là, il va interpréter un personnage
qui est un scientifique, un inventeur. Alors, je dirais pas l'inventeur raté, mais c'est un petit peu ça. Et c'est un gars qui a dédié sa vie à vouloir aider les invalides. Et donc, à repérer dans la vie toutes les choses qui n'étaient pas, on va dire, praticables pour des gens qui étaient soit aveugles, soit estropiés. Et chaque fois, il apporte une solution à un problème. Donc, tu retrouves le concept de problème posé, solution proposée. Okay, et il a développé ce qu'on appelle la borne major. Et la borne major, en fait, c'est à destination des aveugles. C'est pour qu'ils puissent, lorsqu'ils vont visiter des musées ou d'autres choses, pouvoir contempler des œuvres racontées par des l'audio guide. Non, mais pas par un guide, mais racontées par des artistes, en fait. D'accord, ok. Et donc, tu dois imaginer, par exemple, le radeau de la Méduse raconté par Depardieu et des trucs du style. Okay. Et donc, lui, c'est vraiment c'est là-dessus qu'il a passé sa vie, quoi. Okay. Et il a rencontré une nana qui s'appelle Mélissa, et qui était une belle femme et tout. Et elle sait, si tu veux, lancer dans la chanson. Et elle, ça a vraiment marché, quoi. Donc, elle a eu beaucoup de reconnaissance, elle fait des concerts. Et d'ailleurs, là, le setup, c'est il entre dans un café. Et le spectacle commence comme ça, en fait. Exactement. Okay, d'accord. Il commence comme ça, il entre dans un café. Parce qu'il attend en fait sa copine qui fasse son concert et qu'il revienne. Et donc, ah oui, en fait t'as un peu pitché le spectacle là. C'est ça. D'accord. Exactement, c'est exactement ça. Et donc en fait là tu vois le truc, c'est que le public, il est donc tout le monde au même niveau. On est au Café de la Gare à Paris. Ouais. Et le public est positionné un peu partout et donc il s'installe. Dans le 92. On est en 95. Non, dans le 92. Dans le 9-2. Ah, dans le 9. Bon, c'est pas grave. on la garde. Et tu vois, le malaise qu'il arrive à installer directement, il est parfait. Et là, son personnage, tu vas voir, il va pas directement te faire penser au personnage type Monsieur Manhattan et tout, parce qu'il est d'abord un peu réservé, mais ça dure 2 minutes, quoi. Ouais, okay. Il est réservé 2 minutes, et puis après, il s'ouvre complètement, et il commence à faire des confidences, à parler des tracas, des interrogations de la vie. J'ai aimé. Excusez-moi, vous n'auriez pas de la monnaie pour le jukebox, s'il vous plaît? De la monnaie. On va essayer de trouver ça. Oui, non, ça va. Ça va, laissez, je vais demander aux toilettes, hein, d'accord? Simplement, je vous demande de regarder à mes affaires quelques minutes, d'accord? Le temps que j'ai... Merci, hein? Tout de même bizarre, cette manie quand les dames pupitres tout le temps mouillent leurs pièces. On serait étonné du nombre de chansons qui se créent dans le monde, hein? Oui. Les derniers chiffres que j'ai lus à ce sujet parlaient de 5000 chansons par jour. Enfin, vous imaginez 5000 chansons, c'est énorme, hein? Oui, allez, en partant d'une journée normale de 8 heures, cela nous fait 625 chansons à l'heure. Ah oui, ça fait 10 chansons à la minute. Ah oui, et comme une chanson ne fait pas moins de 3 minutes, ben ça fait 30 minutes de musique écoutée en une seule minute. C'est pas possible. C'est pas possible, hein? Donc c'est sans doute pour ça au départ qu'il y a une sélection. Hein? C'est d'un point de vue pratique. Oui, ensuite intervient une sélection que moi j'appellerais plus sociale. Hein? C'est-à-dire que les chansons sont ou deviennent plus ou moins à la mode. Hein? Oui. Ce qui en élimine déjà énormément. Hein? Oui. Mais il y a des chansons, hein, monsieur. On ne sait pas pourquoi. C'est pas qu'elles soient meilleures ou plus originales, hein, mais elles font l'unanimité d'un coup. Oui, c'est celle-là que le public va entendre à ce moment-là. Oui. C'est le cas de cette chanson, je crois. Oui. Le forcing. Pas plus, j'ai préféré choisir. J'ai aimé. Excusez-moi.
C'est beau quand même, hein? C'est vrai, c'est beau, c'est le rapport parole et musique qui est bien, je trouve. Hein? Oui. Mais il y a aussi le fait qu'elle mette juste 2 ou 3 choses, qu'elle ne veuille pas trop mettre. Hein? Oui, c'est vrai, parce que souvent, ils veulent trop mettre. Oui. Et alors, c'est moins bien. Hein? Oui. Oui. Et puis, personnellement, moi, je trouve que des voix aiguës pour dire des choses graves, c'est beau. Oui, mais attention, parce que on... Bon, écoutez, allez, je te permets, allez, je te permets. René. Hervé, enchanté. Enchanté, Hervé. René. Hélène. Enchanté, Hélène. Donc, non, je disais, Hervé, Hélène, attention, parce qu'on ne soupçonnerait pas l'impact que peuvent avoir certains mots. Ah oui, Hervé, il y a des gens qui sont très sensibles aux mots. Trop. Ah oui, je connaissais un type, Hélène, un pompiste. Hein. Il avait eu la moitié de la bouche arrachée par un rétroviseur de poids lourd. Il braillait. Accident du travail. Hein. Eh bien, cet homme était incapable de se distancier des chansons qu'il écoutait. Oui, chaque fois qu'une chanson parlait de sourire ou de camion, il s'effondrait en larmes et il frappait le malheureux. C'était gênant, hein, Hervé? Oui, il faisait constamment le rapport avec sa propre vie de misérable édenté. Oui, parce qu'il faut bien se dire, Hervé, Hélène, la musique, la variété, tout ça, ce n'est pas la réalité. Oh non, hein. Non, Hélène, c'est très romancé. Hein. Il y a énormément de mise en scène hein, dans tout ça. Regardez, Hélène, regardez, prenez la fiche de Mélissa. Allez, quelle taille vous lui donnez à Mélissa sur la fiche? Quelle taille, comme ça? 1m70. 1m70 et 1m56. Elle est toute petite, elle m'arrive ici. C'est la contre-plongée hein, qui fait ça, Hélène. Le photographe a très bien senti ça. Hein. Et regardez comme ça, avantage aussi, c'est ça, hein, Hervé? C'est énorme, hein, mais c'est trop gros. Mise en scène. C'est nécessaire. Idem pour les 2 Afro-Cubains, là. Hein. Elle ne les connaît pas, hein. Je ne les connais pas moi-même. Non, mise en scène, c'est nécessaire. Et ça marche. 252 375 albums vendus. En 3 mois. 2500 personnes ce soir ici, à son concert. Sold out dans 3 jours. Et tout le monde est venu, hein, les gens de la musique, les gens de la télé, les gens de la radio, tout le monde est venu la voir. Hein. Ah ouais. Je sais pas si t'as capté ce petit truc-là, parce que j'en ai pas parlé avant, mais c'était à dessein. Tu vois, quand la mise en scène, ouais. il dit, ça marche. Et tu sens que ça l'emmerde dans le personnage, c'est que ce n'est pas vrai. Elle ne fait pas 1m75, elle fait 1m70, elle fait 1m55. C'est de la mise en scène pour vendre et ça marche. C'est la même chose que la satire sociale qui a été faite dans son film C'est arrivé près de chez vous. Où tu vois, les gens sont mis en scène. Ouais. Mais ça marche. Mais le fait que la caméra soit là, on dit que c'est authentique, mais rien que le fait que tu aies positionné cette caméra à ce moment-là, voilà. Pour ceux qui ont fait un peu de physique quantique, c'est le principe de l'observeur. Voilà, c'est ça, exactement. À partir du moment où tu observes une situation, tu l'influences. Exactement. Le résultat, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, au fait, t'as vraiment ce petit clin d'œil par rapport à ça. Parce qu'un truc dont on n'avait pas parlé, c'est que dans C'est arrivé près de chez vous, alors on avait expliqué tout le concept de la pudeur. Et en fait, c'est que c'était vraiment très satirique. Je ne sais pas si tu te rappelles les moments où il parle, par exemple, des logements sociaux qui sont faits de briques rouges, qui font penser au sang, où tu as vraiment ce côté très satirique du fait que voilà, les gens sont des voyeurs, et en plus, ceux qui nous gouvernent ne font pas ça de manière correcte. J'avais lu ce côté un peu nihiliste au final. Oui, mais c'est ça. Et en fait, dans ce spectacle-là, tu retrouves vraiment l'essence des choses qui le motivaient au début. C'est qu'il dénonce. Ce sont des choses que tu captes pas directement parce qu'évidemment le personnage il est là, il est un petit peu ridicule, il fait marrer, mais il dénonce des choses.
Et tu vas voir tout au long de son spectacle, alors je ne vais pas mettre tout le spectacle en entier, mais il va dénoncer beaucoup de choses également, comme il l'a fait au fait dans cette arrivée près de chez vous. C'est ça, ok. Il va parler par exemple de toute la lourdeur administrative et du fait que ça soit plutôt... et c'est très belge, hein, mais ce sont des endroits où tu positionnes tes amis et que c'est pas là où sont les gens compétents. Ouais. Voilà, c'est une sorte de... que c'est un panier de crabes, que les gens bougent pas. Il va tacler le journalisme, comme il l'avait déjà fait avant, par rapport à l'interview que je t'avais mise. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas le journalisme en lui-même. C'est les journalistes, quoi, presque. Exactement, parce qu'il dit, il y avait des grands journalistes, et il en parle, mais il dit aujourd'hui, déjà les gens, ils posent leur caméra, et ils filment, et ils disent, je suis journaliste, mais je veux dire, ils apportent plus quelque chose. Et il va le faire aussi pour plein d'autres choses durant son spectacle. Mais c'est vraiment, c'est très subtil. Mais par contre, ce que j'ai... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y a des gens dans son spectacle. Mais il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Mais complètement. C'est le presque public une pièce, en fait. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Au fait, le public est hyper impliqué. Ce sont des choses que tu vois moins maintenant. En tout cas, dans les spectacles humoristiques. Ouais. Tu as des petites fausses interactions. Là, il est vraiment impliqué. Et c'est marrant parce qu'en fait, il est impliqué à différents degrés. Ouais. C'est qu'à certains moments, il va interagir avec et je pense qu'il improvise par rapport à la réponse que la personne lui donne. Et puis de temps en temps, quand la réponse ne lui plaît pas ou pour changer de style, il fait semblant de mal entendre et il répète une réponse qui lui convient. Ok, d'accord. Et ça, c'est super fort. Mais d'ailleurs, ça tue parce que ça me permet d'enchaîner directement sur le second extrait où justement je te parlais du côté satirique et où il adressait le cinéma. Alors, je pense malheureusement, sans vouloir faire la mauvaise langue, s'il avait vu sa carrière après, je pense pas qu'il aurait dit la même chose. Ok, bah j'attends de voir. à ce moment-là, bon non, mais c'est léger ce qu'il dit. Okay, c'est léger ce qu'il dit. Ce qu'il dit, voilà. Et au cinéma, on voit plus de trucs intéressants. Quand tu regardes ces 60 films, il en a fait des très chouettes. Il a fait un paquet de bouses. Mais je veux dire, écoute, il a fait c'est pas compliqué. Il a fait 60 films et il a été populaire jusqu'aujourd'hui. On parle de 20 ans. Ouais. Tu vois, vraiment, ça a vraiment décollé. Ça fait 3 films par an. Tu peux pas faire 3 chefs-d'œuvre tous les ans, enfin c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Voilà, mais surtout en plus il en a fait, enfin toi il a vraiment été chez des réalisateurs type Jaco Varnemal compagnie, enfin toi il a vraiment fait des trucs assez puissants mais bah si tu fais 3 films marquants sur ta carrière, c'est déjà bien quoi. Enfin... Mais oui, mais c'est ça, quand tu fais 3 films par an, enfin toi au bout d'un moment, c'est normal, je veux dire tu peux pas la quantité pas la qualité quoi. Ouais, mais après j'espère j'ose espérer ou j'aime à penser que je pense que voilà, c'est un bon juste milieu. Dans tout ce qu'il a pu proposer en tout cas. Mais je vais te montrer par exemple ce qu'il dit sur le cinéma, c'est assez étonnant et tu vas voir à quel point l'interaction avec le public elle est vraiment clé dans ce qu'il propose. Alors ça c'est déconnecté, ça fait plaisir, c'est pas très grave. Voilà. Ben justement, le cinéma. Parlons-en du cinéma. Hein. Le cinéma, voilà bien encore une magnifique invention des frères Lumière, mis maintenant au service de la bêtise et de la haine. Hein? Il n'y a plus de grands et beaux films comme avant, privilégiant les valeurs humaines et la détermination dans l'effort. Il n'y en a plus. Hein. Allez, où sont-ils les films comme Polly et le petit cheval, Docteur Françoise Gaillan, Elephant Man, Les yeux sans visage, hein, Michel Strogoff, My Left Foot. My Left Foot. Mais quel témoignage extraordinaire que celui de cet homme qui, avec son unique pied gauche, révolutionne l'histoire de la peinture irlandaise, de la poésie irlandaise, de l'ivresse irlandaise. Ça, c'était des grands films. Un cerveau dans une chaussure. Mais à présent, on fait davantage de films sur des gens qui ont des excédents de muscles que sur ceux à qui il en manque. Hein. C'est dommage. Hein. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Quoi? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Mademoiselle me dit Rain Man. Rain Man. Rain Man. Vous l'avez vu, hein? Vous savez, c'est l'histoire de ce type autiste qui casse
sa baraque à Las Vegas en Chevrolet avec un nain. C'est bien résumé. Excusez-moi, mademoiselle, mais là, je crois que votre choix n'est pas très intelligent. Hein. Mademoiselle, allez demander à une mère de vous prêter son fils autiste pour aller au casino. Vous n'allez pas rentrer plus riche que moi. Mademoiselle, je connais personnellement des parents d'enfants autistes. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est Poulvord, quoi. Ça, c'est parfait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la personne a probablement pas dit Rain Man, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et alors, taré comme je suis, il faut que tu saches que j'ai écouté le passage plusieurs fois en montant le volume. D'accord. Et au fait, alors après, c'est peut-être une complice, mais elle dit bien Rayman. Et au fait, le pire, ce qui me fait penser que c'est pas une complice, c'est qu'elle le dit doucement. Et au fait, c'est un gars à gauche qui répète ce qu'elle a dit, genre un peu pour la mettre dans la merde en disant elle a dit Rayman, et puis lui, il rebondit dessus. Alors, Alors, si c'est de l'impro... Soit c'est super bien fait. Ouais. Voilà, soit c'est du super fake, mais je veux dire... Si c'est de l'impro, c'est propre. Hein. Oui. Alors, le truc, c'est que le problème, c'est que... Enfin, c'est pas le problème, c'est que moi, par expérience, j'ai vu beaucoup de spectacles, j'étais dans beaucoup de backstage en discutant. Je sais qu'il y a très peu d'impro. Ok. Il y en a très, très peu. Même quand tu penses que c'est de l'impro, c'est rarement de l'impro. Ouais, c'est un peu comme le magicien qui te fait choisir une carte. Oui, mais non, mais exactement. Mais je veux dire, et pour moi, ça n'enlève rien à la performance. Okay. Justement, le fait qu'on se pose la question, pour moi, ça suffit. Ouais. Baptiste Le Caplin, l'essentiel de son spectacle est basé sur là-dessus, où les gens pensent qu'il improvise à certains moments, alors qu'il improvise très très peu. C'est ça. Bah, c'est comme les deux qu'on a été voir. Le Canadien là, qui était Samy, non. De quoi? Sugar Sammy. Sugar Sammy. Ouais, non, c'est un autre délire. Alors, Sugar Sammy, mais ça, c'est un autre délire, parce que c'est plus dans c'est la même veine que ce que fait Kairon. Enfin, ils le font tous les deux. C'est la même chose. En fait, c'est de la fausse improvisation. Enfin, c'est pas de la fausse improvisation, c'est de l'improvisation à tiroir. Ça veut dire que... l'improvisation préparée. Exactement. En fait, c'est comme moi maintenant. Ouais. C'est exactement comme moi maintenant. C'est qu'avec toi, on parle, j'improvise, mais j'ai préparé des trucs. Sauf que eux, ils ont plus les fiches, tu vois. Ouais. Mais c'est que c'est ça. C'est que j'ai pas un texte qui est désigné au mot près, mais en fonction des réactions que les gens vont avoir, je sais vers quoi aller. Donc ça, t'as une feuille de route un peu. Voilà, t'as une feuille de route en tout cas sur le cheminement, et puis après, c'est toi, en fonction de tes tiroirs de blagues. Alors, le problème avec ça, enfin, c'est pas le problème, c'est que c'est très chouette parce que tu vis chaque fois une expérience qui est unique, mais après, ça se regarde pas deux fois. Parce que si tu vas le voir une deuxième fois, comme les blagues ne sont pas rodées, moi, un spectacle qui est écrit de A à Z au mot à mot, je peux le voir plusieurs fois parce que la blague, elle est nickel et les inconnus. Ouais. C'est un semblant de mot à mot. Bon, après, il y avait aussi un peu d'impro, mais par exemple, Jerry Seinfeld, où c'est du mot à mot, je peux voir son spectacle 20 fois. Je sais que ça va être la même chose, mais ça me fait marrer parce que la blague est parfaite. La blague est parfaite, c'est ça. Quand tu vas voir un spectacle qui est essentiellement basé sur de l'impro, tu sais pas le voir plusieurs fois. Parce que les blagues sont pas parfaites. Parce qu'au fait, la dimension qui impressionne, c'est le côté improvisé. Exactement. Ah, et au fait, quand tu vas le voir une deuxième fois, franchement, c'est ça. Ça tue un peu le truc, quoi. Ah, complètement. Mais complètement. Alors, la performance reste très bien, mais ça... C'est vrai que Sugar Sammy, j'avais re-regardé des vidéos suite au fait qu'on l'ait vu. Et en fait, quand ils ressortaient les mêmes vannes... Mais voilà, ça t'emmerde. Ça t'emmerde. Mais oui, mais c'est con, et c'est bête de notre part. C'est bête de notre part. Parce que ça reste super de pouvoir manier, de trouver la réponse adéquate, mais ça te fait chier. C'est comme un pote. En fait, c'est ça. Ouais. C'est comme un pote où tu le vois dans un groupe, il te raconte une blague, tu rigoles, et puis tu le revois dans un autre groupe, il te raconte la même, et tu vas te foutre de sa gueule. Et ça te fait plus rire. Mais non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est le même concept. Et donc, moi... Saga, si tu nous entends toujours. Mais non, mais donc, moi, dans cet extrait-là, ce que j'aime beaucoup, déjà, en fait, c'est... Il assume le côté belge. Parce que le Rayman, moi, Rayman. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien. Après, bon, t'as tout le comique corporel, t'as le côté satirique dont je t'avais parlé, tu vois. Complètement. Quand il parle par rapport au cinéma et aux dérives. Après, si c'est de l'impro, de nouveau, comment il rebondit. Waouh. Et je pense que ça en est. Je pense qu'en tout cas, il en est capable de ce genre de choses. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était
les retournements de situation, et ça c'est un truc qui est important parce que c'est quelque chose qui le caractérise beaucoup, c'est les jeux de rupture, l'effet de rupture. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, tu l'as déjà expliqué, je pense, dans une de tes vidéos. Dans une de mes vidéos, ouais. En fait, lui, il joue essentiellement là-dessus. Ouais. C'est des sauts d'humeur et ah oui, ok, je vois ce que... Ouais. Voilà, c'est des sauts d'humeur de passer de très high dans les décibels et à très bas et à savoir jongler avec ça. Et au fait... voilà, ça tient vraiment le spectateur. J'avais vu dans une interview qu'il était assez fan de Louis de Funès, parce que Louis de Funès, c'est clairement, c'est le spécialiste de ce genre de choses. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça met un rythme. Mais complètement dans ton discours, en fait. Tu mais vois, complètement de jouer avec ces intonations, ces niveaux, ces timbres différents de voix. Non, complètement. C'est hyper impliquant. Quand tu le dis, ça le caractérise très bien. Ouais. Non, mais il le fait tout le temps. Et même dans ses rôles au cinéma, t'as beaucoup de sauts d'humeur et de trucs comme ça. Mais au théâtre, en plus, quand c'est une performance qui n'est pas coupée et qui dure vraiment... son spectacle dure 1h30, je veux dire, il faut le tenir. Ouais. Et d'ailleurs, je pense, secrètement, c'est pas la conclusion de mon truc, parce que c'est pas encore fini, mais c'était un des trucs, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas réitéré l'expérience. C'est que ça doit être fatigant. Ça doit être mortel. Mais vraiment, ça doit être mortel. D'être comme ça pendant 1h30, ça doit être mortel. Ouais. Et après, moi, ce que j'aimais bien aussi dans celui-là, c'est que tu vois comment il piège un peu le public. Il rigole avec elle et tout, et après, il fait... c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas totalement de l'impro. Ouais. Parce que le petit retour là-dessus, où il a dit « Non, mais moi, je connais des parents d'un autiste, vous pouvez pas vous permettre. » C'est un truc... alors que ça fait 5 minutes qu'il lui parle tout à fait normalement. Enfin, tu vois, mais oui, mais voilà. À la fin, mais oui, parce que c'est même lui qui se marre de ça. Ouais, c'est ça, autiste, machin et toi. Non, et donc ça c'est assez fort. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Et au fait, tu vas voir qu'il a vraiment une technique pour piéger son public. Je vais te mettre l'extrait suivant, où là, il en fait participer vraiment plusieurs. Et en fait, tout au long du spectacle, tu vas vraiment voir que la participation avec le public, c'est vraiment une des caractéristiques vraiment principales de spectacle. Et c'est ça qui est vraiment prenant. Bon, écoutez, vous allez voir, c'est très curieux. C'est très curieux parce que ça se décompose en... Je vais te remettre le setup, parce que j'ai oublié de te remettre le setup. Au fait, donc, l'essentiel de son spectacle est autour de sa relation avec sa copine, qui a réussi, lui pas, donc tu as tout ce côté souffrance, ce côté problème de reconnaissance aussi. Tu vois, quand il disait, les journalistes sont venus, moi, et il ne le dit pas, moi, il n'y a personne, mais c'est un peu ça. Ça, c'est un clin d'œil, j'ai lu ça aussi dans une de ses interviews, c'est un clin d'œil aussi au monde du spectacle, aux comédiens de théâtre, qui n'ont pas spécialement la reconnaissance qu'ils méritent. Aux youtubeurs qui font des vidéos de qualité et qui ont parfois 600 vues parce qu'ils font un humoriste américain. C'est ça, exactement. Ouais, non, mais et au fait, et c'est vraiment ça. Et au fait, quand tu regardes, je vais vite faire le lien et après je reviens là-dessus, on dirait de relation avec C'est arrivé près de chez vous et au fait justement que les gens n'ont plus de pudeur, dévoilent leur vie, eux ça a beaucoup de succès. Et les gens qui font des trucs intéressants n'en ont pas. Et c'est vraiment... Tu vois que c'est un problème chez lui. Et c'est pas un problème juste chez lui, mais c'est un truc... Tu vois qu'il dit... C'est une dérive, quoi. À ce moment-là, il le vit encore. Mais oui. Il n'est pas encore dans le succès. Mais voilà. Et en fait, il est encore là. Mais pas uniquement lui, parce que lui, il a été catapulté, mais tous ses potes... Tous ses potes qui galèrent comme des oufs alors qu'ils bossent comme des malades. Exactement. Et qui font des trucs de qualité. C'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc voilà. Et donc... et en plus, il le dit dans l'extrait que tu as montré, tu fais des trucs pas trop compliqués. Et oui, ça voilà. Quand même. Voilà, exactement, c'est ça. La mise en scène, tu vois. Donc c'est exactement ça. Et donc en fait, dans cette histoire-là... Ouais, voilà. Mais ouais, c'est ce truc-là. Et en fait, dans ce concept-là, maintenant, il expliquait qu'elle gagnait de l'argent et que depuis qu'elle gagne de l'argent, elle ne compte plus et que tout l'univers, quand tu traînes avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, en fait, tout autour de toi est fait pour que tu ne comptes plus. Parce que c'est vrai, quelque part, tu payes plus, on te parle plus, on te donne... Dans les restos dans lesquels tu vas, tu as des cartes où il n'y a même plus les prix, tu vois. Et donc, lui, il se dit, je vais essayer de la ramener un peu sur terre et il faut vraiment faire attention à ce que tu dépenses. Et donc là, il veut mettre en avant l'ensemble de ses dépenses et il invite des gens de son public à participer pour se rendre compte de ce qu'elle dépense. Voilà, comme ça, je t'ai remis un peu le contexte. En 3 blocs bien distincts. Oui, vous avez les hôtels, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez les restaurants, s'il vous plaît, mademoiselle. Merci. Et vous avez le compte d'hiver. Donc là, il fait monter des gens J'ai intitulé des dépenses. Non, ils restent à leur place. Ok. Ils sont au même niveau. Excusez-moi, monsieur, mais auriez-vous l'amabilité de me seconder dans cette tâche difficile, mais ô combien nécessaire? Ça ne sera pas long, vous avez quelques minutes.
s'il vous plaît. Venez avec moi, monsieur. Bonjour. Ah oui, il y a quand même une hauteur, il y a quand même un niveau, j'avais pas vu. Quel est votre prénom, monsieur? Philippe, bien, Philippe. Philippe, c'est une machine de type italien. Elle est bloquée sur addition. Je vous demande de simplement actionner le levier du haut vers le bas, comme ceci. D'accord, Philippe? D'accord. Bon, j'ai l'intitulé des dépenses. Vous avez les montants correspondants. Hôtel, restaurant, divers. Je crie l'intitulé. Vous criez le montant. Et de son côté, Philippe enregistre. D'accord? Et comme ça, vous verrez que je n'invente pas. On va bien se rendre compte. Prêt, Philippe? Allez, on y va. Mimizan-les-Bains, hôtel, l'Océan. 12 022 francs. Je vois ce que tu veux dire, c'est préparé. Ça va aller. Ça va aller. Mimizan-les-Bains, restaurant, l'Esplanade. 653. Esplanade, je connais. Biscarrosse, location plongée, Sun Crazy. 484 francs. Mais portez bien la voix. 484. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, hein, Philippe? Non, c'est... Bon. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous demander, hein, c'est de tous crier le mot franc après le montant. Voilà. Parce que sinon, c'est abstrait, ce sont des chiffres et ça ne représente rien du tout. Hein, comme ça va bien appuyer les sommes, d'accord? Et même Philippe, ça va un petit peu l'aider, sinon... Merci d'avance. Hein. Biscarrosse, Hôtel-Ibis. 11 233. Oudange, restaurant, La Marée. 543. Mais tu vois vraiment comment... déjà, l'énergie qu'il donne dans le truc, elle est assez hallucinante. Hein, donc, il y a beaucoup de comiques corporels, en plus des mimiques qui sont assez classiques. Et tu as vu comment il prépare à la faute. Tu as la même chose quand tu es dans l'extrait précédent. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas de l'impro, tu vois, totalement, quand il retombe sur les parents autistes. C'est que là, il le prépare. Tu entends les chiffres, tu fais comme ça, il le sait. Qu'il n'y a personne qui va mettre les chiffres. Exactement. Et surtout, il fait un truc assez intéressant juste avant. Et moi, je pense que c'est grâce à... Ce sont des méthodes... C'est qu'il lui demande son nom. Ouais. Et au début, il demande le nom. Et il dit Hervé, Hélène. Lui, il dit son nom. Hop, il le remplace par Philippe directement. Donc, le gars, il se dit, je peux rien rajouter à cette histoire. C'est ça. Je dois juste faire ce qu'on me dit. Exactement. Ah, tu crois que tout ça, c'est prévu? C'est préparé? Ouais. Mais c'est comme ça que je le ferais. Ouais, c'est ça. Et au fait, à partir de ce moment-là, tu vois, où tu vois que tu peux plus rien ajouter, à mon avis, tu te dis, ok, je vais me faire follow. Et c'est pour ça que je dis qu'il le prépare vraiment à la faute. Ouais. Tu vois Ouais. Après, peut-être que je lui donne trop de... Mais non, je pense que c'est ça. Mais non, ça se voit. Ouais, hein. Je pense que c'est ça. Quand tu regardes ça avec un regard critique, avec cette idée en tête... Effectivement, je pense que... Ouais, t'as raison. Mais non, mais donc c'est assez... Mais en fait, donc, tout ce qui est intégration et participation du public, c'est l'essentiel de la première heure. Après, sur la dernière demi-heure, et c'est là où tu vois vraiment... je vais mettre quelques extraits, mais un peu moins. Mais c'est là où tu vois toute la richesse de l'interprétation. C'est qu'il ne va pas juste uniquement être drôle, il va réussir à être touchant. Ouais. Et il va être touchant, non pas parce que, au fait, ce qu'il dit te touche, c'est qu'au fait, tu vois que le gars est vraiment dans l'erreur. Parce qu'il a beau être un scientifique, il a beau vouloir rationaliser toutes les dépenses de sa copine, expliquer qu'il y a, de façon indirecte, un manque de reconnaissance et tout. Au fait, il ne se rend pas compte que sa nana, elle est partie. D'accord. Il se rend pas compte que c'est fini, en fait. C'est fini. Parce qu'en fait, là, il attend à la fin du truc, mais en fait, c'est fini. Ah, ouais, c'est ça. En fait, c'est fini. Cette relation, elle a commencé à chanter quand ça n'allait plus. Ok. Et en fait, tu vas commencer à voir tout ce côté... C'est triste. Triste. Exactement. Ouais. C'est triste. Et
le gars souffre, tu vois. Il a beau faire le malin à t'expliquer, elle a vendu 260 000, ça fait... Et en fait, tu vois qu'il est tellement concentré dans son truc qu'il a complètement perdu l'autre facette. Et en fait, toute la seconde partie de son spectacle va être vraiment axée là-dessus. Et tu vas voir au fait que il avait beau être hyper cohérent sur beaucoup de choses, après, il va commencer à essayer de justifier des trucs où tu te dis, mais c'est mort. Ouais. Non, mais elle me répond pas. Tu sais, comme t'as des potes. Ouais, mais elle m'a pas répondu tout de suite, mais elle est sûrement occupée. Non, mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu te fais ghoster, c'est bon. Ouais, exactement. Non, mais tu vois, elle a dû. Non. Et en fait, c'est vrai que quelque part, on a tendance à oublier quand on regarde ce spectacle, mais le gros, la trame centrale, c'est quand même la relation qu'il a avec sa copine, le fait qu'il l'attende. Et il y a un moment, enfin, tu vois, il parle de son voisin qui est Mario, qui vient souvent à la maison, qui rigole avec sa femme. D'accord. Mais c'est le voisin, enfin, tu vois, il l'aime bien. Et après, tu te dis, mais au fait, ce gars qui, au départ, était très timide, vulnérable, et puis après, dès que tu lui ouvres la porte, il prend une place énorme, où il t'explique tout, et où tu te dis, au fait, non, mais le gars, il a super confiance et tout. Et au fait, là, tu retombes... De nouveau, il déconstruit son personnage une deuxième fois. Quoi. Voilà, exactement, où il redevient naïf. Et au fait, si tu veux, c'est aussi une sorte de rupture par rapport à ce que tu penses de lui non-stop. Et en fait, ça va jouer à un tel point qu'à un moment, même au niveau du public, tu sais plus comment réagir. D'accord. Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est triste ? Ouais, voilà, tu vois. Mais je vais te montrer le passage. Vas-y. C'est l'extrait numéro 4. Tu vas voir où... Te plante pas, sinon il va falloir tout recommencer. Non, ouais, non, mais on n'a rien recommencé. Okay. Non, mais c'est vrai. Non, je parle... On n'a rien recommencé. Il raconte n'importe quoi. C'est pour ça que c'est pas terrible. Oh, non, je vais te mettre l'extrait. Au fait, c'est un extrait où il trouve une lettre. En fait, il rentre dans sa chambre et il voulait déposer une chanson qu'il avait écrite pour sa copine. Okay. Et en voulant déposer la chanson dans la boîte, une sorte de petite boîte où il explique que toutes les femmes ont une petite boîte où elles mettent tous leurs secrets, tous leurs trucs. Et lui, il voulait mettre ça. Et en fait, il a vu que dans la boîte, il y avait un papier qui dépassait. Et sur ce papier, il a vu quelques notes. Et donc, il a pris. Il a commencé à le lire et s'est dit « Ah tiens, elle m'a aussi écrit une chanson, tu vois. » Ok. Voilà. Mais au fait... on va se rendre compte que... Tu vas voir, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai, bon sang. C'est pas parce qu'on passe une heure ou deux chez Paul Jacques ou même Mario qu'on ouvre nécessairement une brèche dans la porte du sanctuaire marital. C'est vrai, au fond, il y a l'amitié aussi. Il faut pas voir le mal partout. Regardez, je relisais ça. C'est vrai, il y a l'amitié. Mario, c'est fou comme tu m'amuses. Tu peux passer des heures à observer la nature. Jusque-là, ça va. Hein? Il a fallu que je te rencontre pour que tout à coup je prenne conscience de toute cette vie minuscule que l'on voit grouiller dans l'herbe. Jamais avant toi, il ne me serait venu à l'idée de rester couché 3 heures dans la mousse à observer les taupes et les musaraignes. Quel feignant! Enfin bon, ça, c'est de l'amitié. Ah, la mauvaise Il n'y a foi. pas de... Je n'invente pas. Monsieur, lisez tout, comme ça vous verrez que je n'invente pas. Lisez tout, voilà. Vous allez lisez tout, et comme ça vous verrez que je n'invente pas. Là, allez-y, monsieur. Je reprends où, là? Là, ici. Tu sais? Là, tu sais, voilà, allons-y. Tu sais, Mario, René a quelque chose qui me fascine. Voilà, plus fort, portez la voix, monsieur. Il peut passer tant d'heures à travailler sans même manger, et quand il a fini, on dirait qu'il est perdu. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des Lisez correct, tenez-vous droit déjà. Tenez-vous droit, portez bien la balle, on reprend. Allez-y. Allez, reprenez, monsieur. Lisez. Je reprends. Oui. Je reprends alors. Non, vous reprenez ici. Allez. Alors que... Voilà. Alors que t'as tué... Non, lisez correctement. Alors que toi. Lisez correctement, monsieur. Alors que toi, tu es fille calme et non. fille... Si calme. On n'est pas chez la papa pression ici, qu'il lui monsieur. met. Lisez correctement.
Alors que toi, tu es si calme et si serein. Allons, on reprend. Alors que tu es si calme et si serein, c'est sûrement ça ton talent. C'est ton sang-froid d'italien. Non, c'est un feignant et c'est tout. Portez bien la voix et continuez. René est gentil. italienne. Doucement. Il est tendre. Il veut mon bonheur, je le sais. Il a tout. Il a tout. Il a tout ce qui rendrait. Allons. Lisez correctement, monsieur. Il a tout ce qui rendrait. Non, il y a une phrase qui est rayée là. C'est les rayés, c'est qu'on ne doit pas la lire. Il a tout ce qui rendrait. Allez. Il a tout ce qui rendrait. Voilà, doucement. Il a tout ce qui rendrait une femme heureuse. Mais quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais son visage est flou. Non, sûrement pas, monsieur. Non, maintenant, vous lisez correctement. Reprenez cette phrase correctement. Reprenez cette phrase correctement, monsieur. Alors donc, mais quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais son visage est beau. Non, son visage est fou, c'est vous qui êtes flou, monsieur. Oui, j'étais fou en amour, monsieur, d'une sublime animalité, d'une féroce grandeur. Oui, j'étais fou en amour. Notre couche nuptiale fut le théâtre de longues épopées. Nous, acteurs, nous rivalisions d'énergie et d'imagination. Oui, j'étais fou en amour. Nous chevauchions côte à côte. Pour le voyage pour Cythère, nous partions ensemble, mais nous arrivions ensemble, trempés de sueur, mais heureux de n'avoir fait qu'un avec nos corps meurtris. Oui, j'étais fou en amour. Mais ça me pompe. Quand tu vois l'énergie qu'il met dans ce que j'allais truc dire. L'énergie, c'est hallucinant. sur 1 heure et demie, et en plus, tu vois, il fait interagir le public qui est lui-même acteur du truc, hein, parce qu'il est vraiment tout seul là, il est tout seul. Ces gars-là, ce sont pas des complices, il est vraiment tout seul. Et les états dans lesquels il arrive à les mettre, la pression. La pression, ce que j'ai dit à un moment, là, c'est abusé, quoi. Mais franchement, enfin, moi je trouve ça, c'est super fort. Ouais. C'est super fort d'arriver à mettre ça. Et il incarne tellement son personnage de René Altrus. C'est hallucinant. De A à Z, c'est lui que tu vois. Tu ne vois même plus Benoît Poelvoorde. Absolument pas. Tu vois vraiment ce personnage-là, dans ses hauts et dans ses bas. Et tu vois ce côté naïf où le gars n'accepte plus la réalité. La réalité. Il la réinterprète, tu vois. Il la réinterprète en disant non, mais ça c'est de l'amitié. Ça c'est pas flou, c'est fou. Voilà. Non mais c'est ça. Il y a une phrase rayée. Mais oui, complètement. Voilà. Mais par contre, là, je pense qu'il y a vraiment une phrase barrée et que le gars savait pas quoi faire. Ah oui, non, mais clairement. Ouais, mais lui-même a rayé une phrase pour mettre le mec dans une situation. Mais bizarre, ah oui, complètement. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Je suis sûr et certain. Il a eu un super bon client. Et au fait, c'est là où tu te dis, mais je trouve que ça dépasse le simple juste spectacle humoristique. Ouais. C'est qu'il nous met nous-mêmes face à nos incohérences quand on se retrouve dans des situations pareilles. Ou quand je disais, tu vois, tu reçois pas de message de la nana qui t'aide, tu te dis non mais elle est occupée, les machins, alors que ça se voit à des kilomètres que c'est mort. Mais tu te cherches des excuses parce que t'as pas encore envie de l'accepter. Exactement, et t'as beau être un scientifique qui a les pieds sur terre, un gars qui veut aider les autres, machin et tout, c'est qu'il y a des réalités qui te ramènent, qui te ramènent là. Et non, puisque je trouve, enfin, excuse-moi, je te coupe dans ton... Vas-y, je t'en prie. Mais ce que moi je trouve assez fou, c'est cette manipulation en quelque sorte des gens qu'il arrive à faire. C'est dingue, hein. Tu vois, c'est scripté dans sa tête. Enfin, tu vois ce que il sait. Mais il a l'habitude. Mais au fait, quelque part, ça t'étonne peut-être, mais c'est ce que nous on fait tous les jours. Dans nos relations avec nos potes, quand on passe à des moments dans des soirées où tu tends des perches pour que le gars la prenne, on calcule. Alors, tout le monde ne le fait pas. Même professionnellement. Mais complètement. Quand tu fais des présentations, tu sais comment ça va aller. Mais voilà. Et tu t'attends à ce que... Exactement. Alors, je dis, tout le monde n'a pas spécialement les compétences de capter ces trucs-là, mais on est beaucoup à pratiquer ce genre de choses, tu vois. Ouais, très bien. Où tu poses les dalles pour que la personne aille dessus. Alors, de temps en temps, c'est en plein dans le mille, et donc c'est parfait, tu sais exactement quoi faire. Et de temps à autre, c'est juste à côté et tu sais rebondir. Tu sais rebondir parce que tu t'y attends. Exactement. Voilà, et quand c'est quelqu'un dont c'est le métier, qui fait ça à longueur de journée, évidemment, voilà, si tu tombes sur des bons clients, c'est cadeau, quoi. Mais ça reste quand même très fort. Enfin, personnellement, ça m'impressionne. Je suis mais bien sûr. Ça m'impressionne. Attends, franchement, et en plus, on est au balbutiement de sa carrière.
Alors, je sais pas comment il a fait, s'il a fait ça avec 15 potes différents pour les mettre dans ces situations-là pour arriver à ça. Mais écoute, c'est pas compliqué. Donc, ce spectacle, il est de 95. Il est né en 68. J'ai pas envie. Allez, non mais... 27 ans? Ouais. Non. Si, ça doit faire ça, hein. Oh, je suis... Si. Tiens, Non, 23 ans. pas. Non, 27. 95, 68. Ah, ouais. Ah oui, non, mais donc j'avais bien... Oui, ok. Voilà. Faut pas prendre de risques. Ouais. Il a 27 ans. Je veux dire, mais comme J'ai nous... fait des maths pendant 5 ans. Mais oui, mais en plus, t'es ingénieur et le gars répare des avions, c'est pas une blague. Comme quoi. Ouais, bah, puis 2 bières et puis... Voilà, c'est ça exactement. Mais c'est pour... Voilà, on se la joue tranquille. Non, mais c'est pour te dire qu'à 27 ans, en tant qu'artiste, t'es pas fini. Donc, ces compétences que t'as là, tu les as développées avec tes potes. Ouais. Socialement. Mhm. C'est voilà. Il n'y a pas d'autre réponse possible, quoi. Ça aurait été bon d'être son pote, je pense. On se serait bien marré avec un gars comme ça. Ouais. Mais on en a quelques-uns qui ont des compétences pareilles, qui n'ont pas choisi la carrière d'acteur, mais qui savent rebondir comme ça. Mais non, ça c'est fort. Ouais, c'est franchement... Et en fait, ce passage-là, ça prépare un petit peu, si tu veux, la transition vers la fin du spectacle, où là, t'es vraiment dans la souffrance, quoi. T'es vraiment dans le dur, ouais. Et où il le réalise. Il le réalise, et donc petit à petit, quoi. Voilà, et il se corrige. Ouais. Et là, tu vas voir... Le dernier extrait. Voilà, et le public, il est un peu perdu, et il va essayer de se raccrocher dès qu'il y a un truc qui peut être éventuellement drôle, pour se marrer, parce que l'interprétation, elle est forte, tu vois. Elle est même presque poignante. Je te laisse mater ça. C'est le dernier. Ce qu'il a sur la tête. Oui, parce que une petite situation s'impose, je pense. Donc, je t'avais expliqué qu'il avait inventé la borne majeure. Donc, tu vois, des écouteurs à mettre pour entendre des œuvres d'art racontées par des artistes lyriques. Et donc, son autre travail, c'était... il a fait un focus sur les borgnes. Après avoir fait un focus sur les aveugles, il a fait un focus sur les borgnes, parce qu'il disait que le plus dur quand t'es borgne, c'est pas le fait de voir la vie en 2D, c'est le regard des autres par rapport à ton œil qui ne suit pas l'autre. D'accord. Et donc lui, il a développé un œil factice, mais qui suit l'autre. Ok. Et ça, c'est le prototype. Il faut le miniaturiser, mais voilà. Ok. Donc il reprend la lettre. Quand je fais l'amour avec lui, c'est bizarre, mais son visage est flou. Flou parce que mon esprit cherche ton image à toi, Mario. J'adore René, mais je ne l'aime plus. Et même si je... Non, j'arrête. J'arrête. Je ne peux pas continuer là. Soit que je pleure, soit que je m'emporte. Je ne sais plus parler avec elle. Je n'y arrive plus. Il faudrait que quelqu'un lui parle pour moi. Que quelqu'un lui explique. Parce que moi, je n'y arrive plus. Philippe. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Il retourne son regard, le public se raccroche à ça parce qu'il il sait très bien qu'il va repartir. Mais tu vois, c'est quand même... je trouve ça fort, quoi. C'est des interprétations en temps... Mais en fait, c'est là que tu vois, c'est pas un humoriste. Ouais, c'est un acteur. C'est un comédien. C'est ce que j'étais en train de me dire, en fait, quand je l'ai vu jouer la tristesse, la découverte, l'acceptation de la situation. C'est ce mec, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est ce mec, c'est un acteur, quoi. C'est un comédien, quoi. C'est un acteur. C'est un comédien. C'est clair. Il y avait une phrase de Chris Marker qui disait l'humour est comment ça marche un peu, c'était l'humour est la politesse du désespoir. Et il a vraiment ce côté, il a cette mélancolie, ce qu'on appelle la mélancolie à la belge. Je l'ai entendu dans une interview, il en parlait, où il disait au fait que les Belges, on a cette capacité d'autodérision parce qu'il fait dégueu toute l'année. Ouais.
On est un pays de merde, Voilà, il n'y a rien qui marche. Le gouvernement ne fonctionne pas, mais on est résilient. Enfin, tu vois, c'est pas grave. On est résigné et en fait, on fait des blagues dessus, quoi. Tu mais vois. oui, ça voilà. fait 1 an qu'on n'a pas eu de gouvernement, mais on s'en bat Voilà, les couilles. mais c'est pas grave. Ouais. Ça va aller. Enfin, tu vois, t'as tout ce côté-là, je trouve, qui ressort aussi de ce personnage. Mais non, c'est clairement un comédien avant d'être un humoriste. Et d'ailleurs, sincèrement, quand tu vois toute l'énergie qu'il dépense, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas réitéré la performance. À mon avis, ça devait être très compliqué pour lui, même très angoissant. Enfin, je veux dire, quand tu vois tout ce qu'il donne sur scène, alors, c'est abusé. De nouveau, c'est pas le seul, et moi, je suis pas comédien de théâtre, donc tu vois, il y a des gens qui vont te dire oui, mais bon, ça c'est... C'est vrai qu'en théâtre, moi j'ai il y en a d'autres qui vont dire moi je fais ça tous les jours et ça va très bien. Mais voilà, tu vois les gars au théâtre, c'est toutes les semaines ou plusieurs représentations par semaine où voilà. ils dépensent une énergie comme ça. Mais bien sûr, mais après lui, tu vois, enfin, en tout cas, je ressens une sensibilité et peut-être une faiblesse, qui fait que, tu vois, ça soit quelque chose qui lui pèse vraiment et ça a été compliqué pour lui de réitérer. De toute façon, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, c'est le seul spectacle qu'il a fait. Il n'a pas réitéré l'exercice. Je ne pense pas qu'il ait refait de pièces de théâtre. Je sais pas. Voilà, je pense pas. Bon, il était amoureux de la caméra et il a trouvé sa voix. Il a trouvé sa voix là-dedans. Mais voilà, ça a dû être quelque chose d'assez pesant, quoi. Mais franchement, t'as une sincérité, en fait, dans son personnage. Mais oui, mais hallucinante. Mais complètement. Je sais pas s'il se raccroche à un truc qui lui est arrivé dans la vraie vie, mais c'est fou, quoi. Mais à mon avis, oui. Enfin, tout ce comté de satire et le fait que tous ces personnages, à travers tous ces films, se ressemblent, c'est qu'il y a un morceau de lui, quoi. Tu peux pas le pondre de non, l'espace, ça. C'est trop vrai, quoi. Non, mais franchement, c'est ça. Tu me feras le plaisir d'aller voir le spectacle. C'est sûr. Parce que je pense que j'ai montré suffisamment d'extraits. Ah bah moi tu m'as convaincu en tout cas. J'espère que tu auras convaincu les gens qui te regardent. Bah ouais, en tout cas les gars, franchement, si vous avez du temps, dans les spectacles humoristiques à regarder, celui-là, pour moi, alors c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense qu'il a vraiment une identité à lui qui vaut la peine d'être vu. Et une originalité. Ouais, voilà. Et j'espère que tout ce qu'on aura pu dire dessus t'aura donné envie d'aller le voir. Alors pour aller le mater, je pense qu'il est encore disponible en occasion. Je pense qu'il y a moyen de le trouver. Sinon, il est sur YouTube. Mais si vous voulez le trouver de manière officielle, je pense qu'il y a encore... Alors, il n'y a pas des DVD, mais il y a des VHS en seconde main. Ah ouais, la bonne idée. Tu sais, pour tous les gens qui ont encore un lecteur de VHS mais chez non, eux. Mais non, mais mais moi je l'ai chez mon père, je l'ai en VHS. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent encore une trace de ce truc-là... En tout cas, moi j'irai sur YouTube. Tu peux aller sur YouTube, il est disponible, vous tapez modèle déposé, Benoît Poulvord. Bon bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine chronique. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!